Et la question d'Amel, donc, est-ce qu'il faut se nettoyer le nombril à chaque douche et est-ce que ça va l'irriter si on le fait trop et comment bien le nettoyer? Alors, c'est vrai que chaque nombril a sa forme, mais en gros, il y a 2 types de formes communes. Vous avez le nombril creux et les nombrils bombés. C'est un vestige de notre vie in utero, hein, c'est ce qui nous reliait à notre maman dans le nombril, au placenta via le cordon ombilical. Et à la naissance, on coupe ce cordon, il reste un petit reliquat qui va tomber, puis une cicatrice qui est donc notre nombril. Et comme c'est une zone qui est un peu repliée sur elle-même, c'est vrai que ça peut se remplir de petites saletés, notamment un peu de sueur, un peu de squame, un peu de sébum. Et tout ça, et plus les fibres des vêtements, tout ça, ça peut donner les petites peluches qu'on appelle aussi crottes de nombril. Ou les miettes de pain ou de sandwich ou de chips quand on mange. Quand on est torse nu. Quand on est torse nu, Voilà. mange habillé. La boucle est bouclée. Sur le canapé, des fois. Après une miette, ça fait une petite surprise. Une semaine après, vous trouvez des chips. Alors, Amel, vous voulez connaître la meilleure façon de nettoyer ce nombril? Alors, c'est vrai qu'il y a parfois des gens qui ont un peu peur de toucher cette zone, de se faire mal, de l'abîmer. Et Pauline est en souffrance parce que vous n'aimez pas cette zone. Moi, je ne supporte pas. J'ai l'impression qu'on me rentre dans les viscères. C'est rien qui mâche, vous voyez, là, c'est compliqué. Okay. Et ça a un nom, ça s'appelle l'omphalophobie, cette peur du nombril. C'est rigolo, ça. Donc, pour la nettoyer, en gros, ce qu'on va faire, on va vraiment y aller doucement. Avec les doigts sous la douche ou en laissant coulant l'eau, voilà, avec du savon, ça suffit. Mais par contre, pour les nombrils rentrés et un peu plissés, parfois, on peut avoir besoin d'utiliser un coton-tige 1 ou 2 fois par semaine en y allant vraiment très doucement avec un peu de savon, parce qu'il y a parfois des petits morceaux des saletés qui ne partent pas. 1 à 2 fois par semaine donc pour le coton-tige et sinon tous les jours avec de l'eau et du savon, il n'y a pas de problème. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est bien sécher la zone, soit tout simplement avec une serviette propre ou un petit mouchoir. Et on évite, j'ai lu des choses, des produits agressifs, type de l'alcool ou des produits antiseptiques. Il n'y a absolument pas besoin si votre nombril est en bonne santé. On évite les gestes violents, les ongles et aussi un nettoyage excessif. Bah oui, parce que c'est une zone qui reste quand même assez sensible, pardon. Oui, absolument. C'est vrai que parce que sa structure, elle peut avoir plusieurs petits désagréments. Si on la lave mal, on peut avoir des mauvaises odeurs qui s'en dégagent, mais on peut aussi avoir un assombrissement de la zone quand c'est sale, mais également donc des irritations, des démangeaisons. Et pour les personnes qui ont des maladies inflammatoires de la peau, type eczéma et psoriasis, il y a souvent des plaques qui se localisent autour de cette zone, d'où l'intérêt d'en prendre soin et de pas trop la violenter. Et puis si votre nombril devient rouge ou vous démange, au bout d'un moment, ça peut être pas mal de consulter un dermatologue. Et merci de toutes ces précisions. On rappelle comment on fait pour les prochaines questions? Oui, donc c'est rim@allodocteur.fr et WhatsApp 06 58 75 04 71. Ah, vous le faites de tête le numéro. Non, j'ai acheté un petit coup d'œil. Ouais, j'ai un petit coup d'œil. On passe à notre dossier du jour. Près d'un malade chronique sur 2 ne prend pas son traitement comme prévu. Par oubli, manque de temps, parfois pas peur des effets secondaires ou parce que ça fait trop de comprimés à avaler. Mais ce n'est pas sans risque. On vous aide à comprendre pourquoi c'est indispensable de bien suivre son traitement avec notre spécialiste. Et nous sommes ravis d'accueillir le professeur Stéphane Mouly, chef du service de médecine interne à l'hôpital Lariboisière. C'est la PHP et c'est à Paris. Bonjour professeur. Bonjour Jimmy. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par SMS au 41 555. L'observance des traitements, c'est une problématique que vous rencontrez avec les patients que vous suivez. Certains vous le disent, docteur, je n'y arrive pas, ou vous vous rendez compte qu'ils ne prennent pas leur traitement? Le pire, c'est quand ils ne nous le disent pas. Parce que déjà, le fait de nous dire qu'ils ne prennent pas bien leurs médicaments, c'est déjà une partie du chemin qui est fait et ça nous permet, nous, de nous adapter et d'être sensibles à l'observance. Mais l'observance, c'est un problème dans toutes les pathologies et en particulier les pathologies chroniques au long cours et les pathologies qui n'ont pas de symptômes. C'est-à-dire les pathologies qui n'ont pas de symptômes? C'est-à-dire l'hypertension artérielle, c'est une maladie, c'est un facteur de risque cardiovasculaire où on vous dit vous avez 18-10 ou 16-10 de pression artérielle, attention, il faut que je vous donne un antihypertenseur. Ah oui, mais docteur, moi, je sens rien, j'ai pas de symptômes, j'ai pas mal à la tête, parce qu'on leur dit ce que ça peut donner. Et en fait, ce qui est très difficile à expliquer aux patients, et c'est le temps qu'on doit passer en consultation, c'est notre mission, c'est de leur dire, oui, mais contrôlez votre pression artérielle, justement, ça va vous éviter des complications et d'avoir une maladie hypertensive, donc une maladie cardiovasculaire, de réduire votre espérance de vie et d'augmenter le risque de décès. Parce que c'est une des maladies chroniques les plus fréquentes. Alors, on va vous expliquer pourquoi il est indispensable de prendre vos traitements quand vous souffrez d'hypertension artérielle. Alors, avant de consulter votre médecin,
vous pouvez avoir de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire une tension artérielle trop élevée. Vous allez voir votre médecin qui va vous donner des conseils, vous prescrire un traitement très souvent, et puis votre tension artérielle va diminuer et tout va bien. Le problème, c'est que si vous ne prenez pas correctement vos traitements, vous risquez ce qu'on appelle des à-coups tensionnels, c'est-à-dire que la tension peut monter tout d'un coup à 15, 16, 18 ou plus. Et ça, on le sait que c'est délétère, notamment pour les artères. Ce qui nous permet de répondre à la question de Léon Pierre, qui nous dit prendre un traitement pour l'hypertension. Il nous demande si c'est vraiment grave, s'il oublie parfois ses comprimés. Alors, c'est exactement la figure que vous avez montrée. Non, c'est pas dramatique, il ne faut pas être obsessionnel, parce que de toute façon, c'est le meilleur moyen pour que les malades ne prennent pas leur traitement et soient dans l'opposition. Mais évidemment, plus on oublie de prise, on a aujourd'hui des médicaments dont la durée de vie dans l'organisme entre 2 comprimés est de plus en plus longue, ce qui permet une certaine pardonnance. C'est-à-dire, au lieu d'avoir... On prend matin et soir, si on va en oublie prendre le qu'une matin. seule fois par jour. Ok. Par exemple, il y a une maladie qui nous a beaucoup appris en termes de pardonnance, c'est le VIH. Dans l'hypertension artérielle, c'est pareil. Mais si on oublie régulièrement des prises de médicaments, inévitablement, à un moment donné, les à-coups tensionnels vont être dangereux. Géraldine nous dit qu'elle a un traitement pour le cholestérol, mais elle dit à quoi ça sert? Je n'ai aucun symptôme. Mais comme l'hypertension artérielle, aujourd'hui, c'est démontré, et il y a encore une étude, ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire une synthèse de toutes les études cliniques, publiées dans un très grand journal international qu'on appelle le JAMA, au niveau de ce que les gens connaissent, et qui montre bien que pour les gens qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire ou une hypercholestérolémie avec un excès de mauvais cholestérol, le LDL, plus on baisse ce mauvais cholestérol et plus on réduit le risque d'événements cardiovasculaires. Donc de tomber malade, d'avoir un accident vasculaire cérébral, un infarctus, une artérite, etc. Donc n'attendez pas d'avoir des symptômes de maladies cardiovasculaires. On vous incite vraiment à prendre votre traitement. Rime. Et est-ce que vous constatez qu'à force d'en parler, les gens, pour les antibiotiques, ils arrivent à tenir tout le temps du traitement, ou il y a encore beaucoup de gens qui arrêtent avant la fin? Alors non, l'antibiothérapie est aussi un bon exemple parce qu'on a beaucoup progressé en matière d'antibiothérapie pour 2 choses. D'abord, on en prescrit plutôt moins. Ça, c'est plutôt bien. Comme ça, les malades savent que si on leur prescrit un antibiotique, c'est qu'il y a une vraie indication. Et surtout, l'antibiothérapie est un très bon exemple parce qu'il y a de plus en plus d'études dans beaucoup de maladies infectieuses différentes, pneumonie, prostatite, etc., infections urinaires, où on a démontré qu'on prescrivait trop et trop longtemps. Donc vous voyez que nous-mêmes, nous nous remettons en question. Et aujourd'hui, là où vous traitiez une pneumonie en 14 jours d'antibiotiques, 7 jours suffisent. Pareil pour une infection urinaire, 5 jours pour une infection ORL. Donc c'est beaucoup plus facile de dire à un malade « prenez votre traitement pendant 5 jours » que de lui dire pendant 10 jours.